Bonjour à tous, bienvenue sur Doc & Roll, bienvenue dans ce deuxième vlog sur les réflexions autour du système de santé français. Dans le blog précédent, on avait discuté de l'intérêt des SMUR et des SAMU avec des débats intéressants en commentaire. Et là, eh bien, j'ai envie de dire, on va continuer sur un sujet qui est probablement aussi important. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va parler de la médecine générale. Et en fait, de façon plus large, on va parler des médecins. Alors, je rassure mes collègues médecins généralistes, je pense pas qu'il faille supprimer les médecins généralistes de façon pure et simple. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, et vous allez voir, je vais développer un peu mon propos. Alors, il y a deux choses que je voudrais aborder dans cette vidéo. La première, c'est la formation des médecins et la quantité de médecins que l'on a, est-ce qu'il faut en former plus? Et la deuxième, c'est l'organisation des soins dans ce qu'on appelle les soins primaires. Les soins primaires, c'est quoi? C'est les soins de première intention quand vous avez besoin d'un médecin pour un problème médical aigu, ou en tout cas le suivi de votre pathologie chronique stable, des choses comme ça. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle les soins primaires, et c'est essentiellement les médecins généralistes qui délivrent ces soins primaires en France. Pour la première partie, et ça va permettre de glisser tranquillement vers la deuxième, on va parler de la démographie médicale. En France, les études de médecine ont été, jusqu'à il y a très peu de temps, régulés par ce qu'on appelait un numerus clausus. C'est quoi un numerus clausus? Ça a été créé en 1971. Ça permettait de limiter le nombre de candidats qui est accédé à la deuxième année de médecine afin de réguler le nombre de praticiens. Et donc en 1971, ça a été créé et ça a connu un pic jusque dans les années 90. Et dans les années 90, afin de limiter la dépense de santé, eh bien on s'est dit, puisque la dépense de santé augmente avec le nombre de praticiens, eh bien si on fait diminuer le nombre de praticiens, alors on fera diminuer la dépense de santé. Alors c'était une idée de merde, on va pas se mentir. Encore une fois, corrélation n'est pas causalité, puisqu'en fait la dépense de santé augmente, puisque la population vieillit. Et elle vieillit parce qu'elle est en bonne santé. Elle est en meilleure santé que dans les années 70. Et donc, dans les années 90, eh ben oui, on vit plus vieux, on vit avec des maladies dont avant on mourait, les cancers, les infarctus graves, et eh bien, forcément, la dépense de santé augmente. Et donc, nos politiques, encore eux, eh bien, ont eu la bonne idée de dire que si on diminuait le nombre de médecins qu'on formait dans le cursus médical, eh bien, on allait diminuer cette dépense de santé. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et en fait, le numerus clausus, eh bien, il a baissé, et il a été au plus bas à 3500 médecins formés par an, en tout cas qui entraient en deuxième année, et ça au milieu des années 90, en 93 je crois plus exactement. Ensuite, effectivement on s'est rendu compte que c'était une idée de merde, donc on a réaugmenté le numerus clausus, et ça autour des années 2000, où celui-ci a progressivement monté, avec aujourd'hui, enfin jusqu'en 2021 où il s'appelait encore numerus clausus, où on est de l'ordre de 9600 étudiants qui passent maintenant en sixième année le concours de l'internat, enfin la nouvelle version du concours de l'internat. Donc on est passé finalement de 3593 à 10 000, un peu moins de 10 000 aujourd'hui. Pourquoi c'est un problème, ce numerus clausus? Alors aujourd'hui ça s'appelle le numerus apertus, enfin globalement on rentre pas dans les détails, c'est exactement la même chose. En fait il y a quand même toujours une limite fixée par les facultés au nombre de candidats qui sont acceptés en deuxième année de médecine. On pourra parler du cursus médical à un autre moment, mais cela dit, c'est pas le fond du propos aujourd'hui, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10 000 médecins en formation, et on nous dit qu'effectivement, la démographie médicale n'est pas suffisante et qu'il faut en former plus. Alors d'autres chiffres, pour vous situer le contexte, en termes de démographie médicale. Dans les années 2000, on avait environ 208 000 médecins en activité, ça c'est des chiffres de l'adresse. Puis en 2020, on était à 226 000 médecins en activité, ce qui est un tout petit peu plus, effectivement, et vous voyez que l'augmentation du numerus clausus, elle a mis quasiment 20 ans. Et puis, le problème, c'est que les médecins qui ont été formés au plus haut de ce numerus clausus, eh bien, ils partent à la retraite. Et après, on a le creux de la vague des années 90, et donc les années 90, les praticiens qui sont encore là, mais on va avoir un gros déficit, puisque en 2025, on a une estimation de 209 000, on est retombé, 209 000 médecins en activité. En 2030, il y en aura à peu près 215 000 environ. Et puis en 2035, avec les différentes réformes, on va arriver à 230 000 médecins en activité. Donc on va prendre finalement, vous voyez, pour retourner au niveau de 2020, eh bien il nous faudra 10 ans, en fait, pour revenir au niveau actuel. Et le niveau actuel, eh bien, vous allez me dire, mais il est déjà pas ouf le niveau actuel. Ah oui, mais ça va être encore pire. Et donc, ce qui nous est proposé, alors il y a des idées, je sais pas, les gars, il faudra que vous partagiez les drogues que vous prenez, mais je crois qu'il y a une idée qui émane de l'Académie de médecine, un type qui a dit qu'il fallait raccourcir les études médicales de 2 ans pour que les médecins soient plus rapidement disponibles.
Oui, on va faire une licence de médecine, quoi. Moi, je pense que cette idée n'est pas ouf. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus, hein. Donc, merci de ne pas donner des idées comme ça qui n'ont aucun intérêt. D'autres idées seraient d'augmenter, évidemment. Vous allez me dire, mais en fait, on n'a qu'à augmenter encore plus le nombre de médecins en formation, et ce fameux numerus apertus clausus, comme vous voulez, on n'a qu'à l'augmenter encore. Et c'est là que je vais vous dire très clairement que cette idée est une idée de merde aussi, et qu'il faut même probablement ne pas l'augmenter, voire le diminuer, ce numerus clausus, et je vais m'expliquer, bien sûr, je ne vais pas vous laisser avec ça. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'augmenter? Alors, le constat, il est très simple, hein, on a trop d'étudiants en stage et qu'on ne sait pas à quoi en faire. En fait, plus vous allez augmenter le nombre de médecins en formation, et bien plus il va falloir les former. Sauf que les services hospitaliers ne sont pas extensibles, hein. La capacité de nos universités à former à niveau constant des étudiants nécessite qu'on augmente les budgets, qu'on augmente la taille des facultés, qu'on augmente la taille des services hospitaliers, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, et donc finalement augmenter le nombre d'étudiants en médecine en formation va revenir à diminuer leur niveau. Ce qui est déjà le cas, je suis désolé, on a déjà un certain nombre de praticiens dans ces 10 000 là qui n'auraient jamais passé le concours et ne seraient jamais arrivés médecins il y a 5 ou 10 ans. Et c'est un problème parce que ces gens-là ont la capacité de prescrire, de faire des diagnostics, et parfois ils sont mauvais, hein. Alors on a tous fait des erreurs, c'est pas le débat, mais on voit effectivement qu'un certain nombre de nos collègues qui sont passés à travers les mailles du filet voilà, sont moins bons qu'avant. Donc ça, c'est une certitude. Donc la réponse simple, hein, c'est on forme plus de médecins, les bons seront toujours bons, ça, il n'y a pas de problème, mais ceux qu'on va récupérer en plus, ils vont être mauvais. Et en fait, on va tirer la profession vers le bas. Est-ce qu'on veut des mauvais médecins pour renouveler les traitements ou pour prescrire du Doliprane, pour occuper l'espace, ou est-ce qu'on veut des soins de qualité? Et c'est là que le propos va se tourner plus vers les médecins généralistes, mais vous pouvez l'étendre à tous les champs de la médecine, hein. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, on manque de médecins de soins primaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de médecins de soins primaires? Eh bien, le système se reporte sur les urgences. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. En fait, quand vous reportez la médecine ambulatoire sur les urgences, eh bien, les urgences étant un goulet d'étranglement du système, vous surchargez le système hospitalier et les urgences. Et les urgences surchargées, c'est des urgences qui dysfonctionnent et qui mettent en péril l'ensemble du système médical. Les soins primaires, c'est important. C'est l'activité de soins qui permet d'empêcher l'apparition d'un certain nombre de complications ou de traiter un certain nombre de complications avant qu'elles soient suffisamment graves pour aller à l'hôpital. Et aujourd'hui, ce soin primaire est en crise. On manque de bras. Pour plusieurs raisons. La démographie médicale qui est en chute libre à cause de réformes qui ont été menées il y a maintenant quasiment 30 ans. Deuxièmement, un changement de paradigme des praticiens qui sortent et qui s'installent en soins primaires avec des amplitudes horaires moins importantes, l'absence réellement de ligne de garde ou d'astreinte obligatoire comme ça a pu l'être à un certain temps. Voilà, la médecine n'est plus un métier de sacerdoce, vous êtes complètement dévoué à votre pratique et aujourd'hui vous faites médecine comme vous travaillez dans le marketing ou vous êtes cadre de la fonction publique. Bon, ça pose problème, évidemment, mais en fait, c'est pas le débat, hein. Chacun y voit midi à sa porte, et en fait, on fait un métier qu'on aime, et il faut surtout le faire avec passion, quoi qu'il arrive, parce que sinon, on le fait mal. En fait, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, dans le soin primaire, il y a une carence. Et j'ai envie de dire, si on veut essayer de trouver des solutions par rapport à cette carence, on peut aller voir ailleurs comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, par exemple, dans des systèmes de santé, ou dans un système de santé, contraint niveau budgétaire, ou en tout cas qui n'est pas un système de santé avec une sécurité sociale. Alors vous me voyez venir, on va parler des États-Unis, mais on va pas parler que des États-Unis, parce qu'on va parler du voisin des États-Unis, hein, dont certains voudraient bien en acquérir la possession pour en faire un État en plus des USA. Mais globalement, on va parler de l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, dans les soins primaires, il y a des infirmières qui font des soins primaires. Voilà. Donc vous avez en Amérique du Nord plusieurs niveaux d'infirmières, hein. Il n'y a pas que l'IDE qu'on a chez nous, hein, l'infirmière diplômée d'État, ce qui est équivalent là-bas à ce qu'on appelle les RN, Registered Nurse, donc c'est l'équivalent de nos IDE. Et puis on a un autre niveau, hein, qui est quasiment un niveau médical, qui s'appelle le Nurse Practitioner. Et donc ces infirmiers praticiens, comme on les appelle au Canada, eh bien ils sont formés pour évaluer, diagnostiquer et traiter des pathologies, hein. Ils travaillent à l'hôpital ou même dans les cabinets de médecine générale, enfin en tout cas en soins primaires, et ils sont autonomes, ou ils travaillent en collaboration avec des médecins. Pour ce qui est de la prescription, dans la plupart des États aux États-Unis, les nurse practitioners
practitioners, ils peuvent prescrire des médicaments, ils peuvent aussi prescrire des médicaments contrôlés, comme les narcotiques, morphiniques, tout ça. Ils vont pouvoir aussi prescrire un certain nombre de médicaments dans le giron de leur spécialité. Parce que chaque nurse practitioner a une spécialité, en soins primaires, en cardio, en orthopédie, vous en avez plusieurs. Vous avez un cadre légal qui encadre ces nurse practitioners, donc vous avez cette pratique autonome complète, ça va dépendre des États, mais la plupart du temps, il y a une collaboration médicale, comme là où j'étais dans l'Ohio, où il y a une vraie collaboration médicale et les nurse practitioners ne sont pas complètement en autonomie. Au Canada, elles sont généralement autonomes, mais il y a une supervision indirecte médicale. Globalement, c'est à peu près équivalent. Vous avez aussi un autre niveau, qui est un niveau à peu près similaire, qui sont les Clinical Nurse Specialists. Donc ça ressemble un petit peu aux Nurse Practitioners, mais leur cadre de spécialité est encore plus restreint. Mais ces infirmières, donc ont un niveau master, comme les Nurse Practitioners d'ailleurs, et elles ont un cadre de prescription. Elles peuvent prescrire des médicaments aussi dans un cadre encore plus limité. Voilà. Et puis vous avez effectivement l'équivalent de ce qu'on a ici en France, les IAD, les infirmières anesthésistes, qui sont les Certified Registered Nurse Anesthesists, et aussi les infirmières puéricultrices, en tout cas les Certified Nurse Midwife, qui sont un petit peu l'équivalent des sages-femmes en France, et qui ont aussi un cadre de prescription très limité autour de la périnatalité, mais aussi la pilule, elles peuvent prescrire tout ce genre de choses. Donc voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce système? Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que ce système, il marche en fait. Ce système, il fonctionne. Et il n'y a aucun moment dans ces États, aux États-Unis ou au Canada, où il est remis en question. Et là, vous allez me dire, les soins qui sont délivrés par une infirmière par rapport à un médecin, c'est quand même pas la même chose. Et là, si vous voulez aller voir tous les arguments de Jean-Michel, médecin généraliste sur Twitter ou sur X, qui n'est pas la majorité, puisque je connais des gens qui ne demandent que ça, qui travaillent avec des infirmières de pratique avancée, et deux, qui les recommandent en médecine générale ou en médecine de spécialité. Mais il y a quand même un gros noyau dur de praticiens qui refusent l'arrivée de ces nouveaux collègues pour des raisons purement financière, je pense, puisqu'ils ne veulent pas qu'on leur vole des consultations faciles, sans trop réfléchir, et qui rapportent maintenant 30 € en médecine générale. Cela dit, à tous ceux qui disent ça, vous allez être surpris par, en fait, la quantité d'études qui vont à l'inverse de ce que vous dites. Je vous en donne quelques-unes comme ça. Dans les années 2000, une étude qui a été publiée dans JAMA, qui était une étude randomisée contrôlée, médecin versus nurse practitioner en soins primaires. Les patients étaient de façon randomisée assignés soit à un nurse practitioner ou à un médecin, et les nurse practitioners avaient la même autorité, les mêmes responsabilités, productivité, responsabilité administrative, la même population de patients. Eh bien, je vous donne les conclusions. Les devenirs patients étaient les mêmes. Voilà, ça date des années 2000. Donc ça fait 25 ans que cette étude est sortie et montre qu'il n'y a pas de différence en fait dans les soins primaires, tout venant entre une infirmière formée pour ça et un médecin. Voilà. Ensuite, vous avez une méta-analyse Cochrane qui est sortie en 2005 et qui nous dit que finalement la réduction des coûts dépend de l'importance de la différence de salaire entre les médecins et les infirmiers et peut être compensée par une productivité inférieure des infirmiers par rapport aux médecins. Ça c'est vrai, mais ici les résultats suggèrent que les infirmiers correctement formés offrent des soins d'aussi bonne qualité et obtiennent d'aussi bons résultats cliniques que les médecins de premier recours. Voilà. On parlera juste un tout petit peu du prix de la formation de ces gens-là. Vous avez pas mal d'études, je vais tout vous mettre en description, vous allez pouvoir tout lire, je vous mets même la page PubMed avec toutes ces études. Voilà, vous avez ici des études qui ont été conduites entre 1995 et 2016, 4 pays avec 10 spécialités médicales différentes, et ces études démontrent que les nurse practitioners de spécialité sont aussi performantes que les médecins en termes de sécurité clinique et de satisfaction patient. Voilà, ça c'est une autre étude, je vous mettrai. Je pourrais vous en citer plein d'autres, voilà, donc cet argument qui dit qu'on est moins bien soigné par une infirmière correctement formée dans ce dont on doit être soigné est faux. Il a été prouvé à plusieurs reprises et en fait il faut arrêter de sortir cet argument qui est éclaté au sol. Que ce soit les soins primaires, mais on pourrait parler aussi des ophtalmologues qui veulent garder la prescription de lunettes alors qu'elle est facilement faite par un opticien. Venez pas me dire que vous dépistez des maladies rares au niveau des yeux. Je pense qu'on peut très bien former des gens à détecter des signes précoces et que si on regarde le volume complet de la prescription de lunettes, honnêtement,
on passera pas à côté de grand chose. Bon, il n'y a pas que ça, c'est vraiment dans pas mal de spécialités, mais les soins primaires c'est vraiment important parce que c'est ça le premier recours des patients, et c'est ce qui va empêcher les patients de se compliquer et de venir à l'hôpital. Alors vous allez me dire maintenant en termes de coût. En termes de coût, un médecin ça coûte combien? Alors ça c'est pareil, on pourrait se poser la question. Donc d'après mes calculs, combien ça coûte la formation d'un médecin? Donc le coût de formation d'un médecin en France, entre 200 000 et 250 000 euros, quand on tient compte des années d'études et des stages hospitaliers. Alors oui, je connais ces infographies qui disent que finalement on gagne de l'argent avec les internes, j'ai été interne, j'ai été mal payé, voilà, donc en fait je connais tout ça, et c'est probablement vrai, mais cela dit, bon, bah, ça a quand même un coût de former un médecin, et ce coût de 200 000 euros, bah, si vous multipliez par 2 le numerus clausus, c'est quand même important. Combien coûte la formation d'une IPA aujourd'hui? Donc une formation d'IPA, ça dure 2 ans, hein, en plus des 3 ans qu'elles ont fait en tant qu'IDE, et on est environ sur 5 000 euros par an, soit à peu près 10 000 euros. Donc pour 10 000 euros, vous allez former une infirmière de pratique avancée, hein, ce qui est équivalent aux États-Unis puisque c'est un niveau master. Pour 10 000 euros, vous allez former quelqu'un qui va être aussi performant dans le soin primaire, donc vous allez économiser quand même pas mal d'argent. Alors, attention, les infirmières de pratique avancée en soins primaires ne remplacent pas les médecins, notamment dans la prise en charge pathologiques complexes. Aujourd'hui, nos confrères médecins généralistes doivent faire face à des patients qui sont de plus en plus malades en fait, hein. Moi je les vois aussi, ces patients, par le biais de l'insuffisance rénale. Vous avez des patients qui aujourd'hui ont 70 ans avec 4 défaillances d'organes vitaux. Insuffisants cardiaques, ils sont insuffisants rénaux, ils ont une insuffisance respiratoire parce qu'ils ont fumé, et des fois ils ont une insuffisance hépatocellulaire où ils sont diabétiques, ou en tout cas voilà, ils ont 4 organes vitaux qui défaillent, et pour rajouter par-dessus un cancer traité par biothérapie, machin, vous avez des patients d'une complexité rare. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on demande aux médecins, c'est de gérer ces patients-là, c'est de gérer la complexité médicale qui est apparue grâce au progrès de la médecine. C'est fini le temps où on allait à la maison pour prescrire du paracétamol et un sirop antitoussif pour le rhume pour toute la famille. En fait, c'est plus ce qu'on demande à un médecin généraliste. On demande plus ça à un médecin généraliste, et on ne doit plus lui demander ça, et ça doit être délégué à des gens qui vont prendre ça et qui vont assurer ce soin-là pour que les médecins généralistes puissent passer plus de temps à traiter des pathologies complexes, à organiser du soin, à s'assurer que le bassin de population qu'ils ont sous leur responsabilité est en bonne santé et limiter les complications. Et grâce à ça, on enverra moins de patients aux urgences. Et c'est ça qui est important. On va désengorger ce système qui est complètement à bout de souffle. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. On a des formations qui existent, mais aujourd'hui, on freine des cas de fer, notamment au niveau des ordres médicaux, au niveau d'un certain nombre de corporations, parce qu'on veut défendre une vieille idée de la médecine et un précaré. Mais je pense sincèrement qu'on peut très bien réaugmenter le tarif à 50 € des médecins généralistes, pourquoi pas, mais pour des consultations complexes, et que le tout venant soit laissé aux IPA pour une vingtaine d'euros, même voire 15 €, je sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment réfléchir à ça. Il y a des preuves qui disent que c'est aussi bien, voire mieux des fois, mais bon, ça on rentrera pas dans le détail, et c'est quand même vachement moins cher. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport au sujet. Donc si je devais conclure cette vidéo, c'est 1. Ne pas augmenter le numerus clausus, voire le diminuer, parce que je pense qu'on forme trop de médecins et qu'il y en a certains qui ne sont pas assez performants. Remplacer ces médecins par des infirmiers de pratique avancée, de spécialité, qui permettront d'assurer le volume de soins, parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut être soigné en fait, c'est ça qui est important, et on veut prévenir, on veut pas avoir une maladie plus grave que ce qu'elle n'aurait été si elle avait été prise plus tôt. Donc pas besoin de beaucoup de médecins, on les payera probablement mieux, et ils feront un métier plus intéressant, mieux valorisé, et bien entendu déployer beaucoup plus d'infirmiers de pratique avancée en soins primaires, puisqu'on en a beaucoup besoin. Je pense qu'aujourd'hui, si dans certains endroits en France il n'y a pas de médecins généralistes, il y a des pénuries de médecins généralistes, on ne les traitera pas avec des médecins généralistes, on aura un maillage territorial qui sera plus intéressant avec des infirmiers de pratique avancée qui auront effectivement à cœur de prendre en charge ces patients. Je pense vraiment que la solution, elle est là,
et j'espère vraiment que les gens qui décident iront dans ce sens-là parce qu'il y a vraiment urgence. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye d'alimenter le débat, hein. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, c'est simplement mes réflexions par rapport à ce système, en tant que petit pion de l'intérieur. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dock 'n' Roll. Keep on healing, keep on rocking.